Et si je vous dis que ce petit boîtier vous permettrait de jouer à 77 plateformes différentes pour un peu plus de 58 000 jeux? Vous allez peut-être pas me croire, et pourtant, c'est ce que la boutique Retro Gaming m'a proposé avec cette Retrobox 2, et on peut même jouer à des plateformes de fou comme la Wii U, sérieusement, la Wii U, mais aussi à des plateformes beaucoup plus classiques comme la PS2, tout tourne parfaitement bien. Je vous montre ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre la Retrobox 2, c'est une console qui m'a été envoyée par la boutique Retro Gaming. Apparemment, on peut jouer à 56 000 jeux différents, je sais pas si vous vous rendez compte, ça peut émuler jusqu'à la Wii U. C'est une dinguerie. Pour l'avoir depuis quelques jours, j'avoue que c'est vraiment une petite pépite. Il y a beaucoup de choses à dire, mais attention, c'est quand même une console qui a un prix assez élevé, puisqu'on est sur une console qui coûte à peu près 400 €. Donc il y a des choses qui sont extrêmement positives, et je me garde le droit de vous dire aussi les points négatifs. L'idée, c'est pas de vous blouser, c'est vraiment d'être sincère avec vous, parce que on cherche tous la console rétro gaming ultime, on cherche tous la solution pour pas trop se casser la tête. Donc celle-ci, est-ce qu'elle vaut le coup, est-ce qu'elle ne vaut pas le coup? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer vraiment tout ce qu'on peut faire avec. On va déjà faire un petit unboxing de la machine, de la manette qu'ils m'ont envoyée, parler un petit peu des branchements, si c'est facile d'utilisation. On va regarder aussi au niveau logiciel comment c'est, parce que il y a pas mal de choses là aussi à vous dire. Je vais vous expliquer comment rajouter des jeux de façon plus facile, parce que sur leur site ils conseillent de le faire via un support de stockage externe. J'ai trouvé que c'était pas la meilleure méthode pour le faire, et j'ai trouvé une petite astuce qui va vous permettre de le faire depuis votre ordinateur en Wi-Fi, et ça c'est vraiment cool parce que du coup il n'y a plus besoin d'acheter d'espace de stockage, et surtout vous pouvez gérer tous vos jeux directement depuis votre ordinateur à distance, et ça c'est plutôt cool. Bref, si jamais ce produit vous intéresse, n'oubliez pas que dans la description vous avez un lien qui vous renvoie directement sur la boutique avec le lien du produit, et surtout vous avez 15 € de réduction si vous rentrez le code Fourbi15 au moment de payer, donc n'oubliez pas, ça soutient la chaîne, et en plus de ça, ça vous fait une belle petite promo. On se retrouve pour l'unboxing, c'est parti. Alors c'est parti pour l'unboxing de la Retrobox 2. Déjà, vous voyez, il y a une première chose à dire, la boutique Retro Gaming ne fait pas de packaging propre à leur marque. Du coup, on a des choses qui arrivent dans les emballages des marques, finalement, des produits. Je pense notamment au mini-ordinateur, ici B-Link, qui va servir finalement de console, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On va d'abord déballer la manette. Petite manette plutôt simple qui vient de chez 8BitDo. J'en ai personnellement une qui est sans fil, qui fait vraiment le travail. Je connais pas leur modèle filaire, même si celle-ci ressemble plutôt à un pad un petit peu old school à la façon de la Super NES. Avant de vous l'ouvrir, déjà, qu'est-ce qu'on retrouve sur la boîte? On nous dit qu'on a de toute façon une compatibilité avec plusieurs consoles, que ce soit la Switch, Steam, avec les Raspberry et avec Windows. Nous, dans notre intérêt, ça va être surtout la compatibilité avec Windows qui nous intéresse, ou avec Linux, étant donné que c'est sûrement un de ces systèmes qu'on va retrouver dans notre console. Alors dans laquelle on retrouve la notice. Personnellement, j'en ai pas trop besoin. De toute façon, c'est une manette filaire, donc il suffit de la brancher, c'est du plug and play. C'est facile d'utilisation, et voilà à quoi ressemble cette petite manette. Tac, pour les fans d'ASMR, ça fait toujours plaisir. Écoutez, on a une manette qui a des finitions plutôt jolies. Regardez, on a un plastique de qualité. Les sticks sont plutôt cool. Par contre, je regrette évidemment la prise en main, vu qu'on n'a pas les branches comme sur la manette de Play par exemple. C'est un petit peu regrettable, mais en même temps, ça fera largement le taf pour du rétro gaming. Et regardez à l'arrière, ça ressemble à ça. Donc on a vraiment un plastique de qualité, c'est vraiment un beau produit. On retrouve sur cette manette ce qu'on appelle des hotkeys. Si vous voyez bien, ici on a un bouton, et on en a également ici un en bas à gauche, chose qu'on ne retrouve normalement pas sur d'autres manettes. En fait, ces boutons vont être utilisés comme des raccourcis pour le système de notre console, mais je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ces raccourcis. On va maintenant passer à l'unboxing de la console. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la boîte? On a une boîte, comme je vous le disais, qui ne provient pas de la boutique Retro Gaming. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'il y ait un packaging personnalisé, mais en même temps, on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la console déjà montée par leurs soins. Donc on a une boîte qui est plutôt sobre, qui est, ma foi, plutôt jolie. On a derrière les spécifications liées à la Mini S. Donc on a en processeur un Intel Alder Lake N95. Donc moi, je sais pas ce que c'est, ça va pas forcément me parler. Encore une fois, je fais le test comme un client lambda, je me mets vraiment à votre place. L'idée, c'est vraiment d'avoir du matériel clé en main et de voir si ça fonctionne. Donc ici, on a d'autres informations. On a 8 Go de mémoire, on a 256 Go initial de stockage, mais vous allez voir qu'à l'intérieur, on retrouve de toute façon un SSD rajouté par la boutique Retro Gaming qui fait 2 Tera. On a du coup un support de Wi-Fi 5, et c'est en 12 volts, 3 ampères. Vous allez voir que le boîtier est vraiment minuscule, et ça m'étonne que ça tienne dans un truc aussi petit, mais pour le coup, c'est vraiment réussi. Du coup, voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette petite boîte. On a une première notice ici, donc qui est le manuel d'utilisation en plusieurs langues.
tac, on va le mettre de côté, on n'en aura pas besoin. On retrouve nos deux compartiments, donc ici à gauche on aura la console, à droite je vois qu'on a les accessoires. Alors on a un premier sticker ici qui a été, je crois, rajouté par la boutique Retro Gaming. Hop, on nous dit sur ce sticker, attention, la mise à jour de la console annule la garantie. Donc ne faites pas la mise à jour de la console si vous voulez conserver votre garantie. On en reparlera un petit peu tout à l'heure par rapport à l'ajout de jeu. C'est une chose que je vais pas forcément vous conseiller par la méthode que je vais vous donner, parce que tout simplement on va bidouiller finalement l'installation interne de la console, et du coup je pense que c'est pas forcément recommandé par la marque. Ils vous diront de toute façon sur les réseaux si c'est possible ou pas, mais je vais quand même vous donner la méthode, parce que bien utilisé ça peut être vraiment très pratique. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, ça a vraiment été bien pensé. On a premièrement un premier câble HDMI qui est vraiment de très bonne qualité. Je dirais que c'est un câble qui fait 1 mètre, mais c'est largement suffisant pour connecter la bête à votre télé. On a à l'intérieur du coup l'alimentation de la console qui est, ma foi, plutôt quali. Honnêtement, je m'attendais pas à une telle qualité. On a un long fil qui permet de la brancher assez loin, donc ça c'est plutôt chouette. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, ça reste une alimentation classique, mais ma foi, celle-ci ne me fait pas peur. J'ai pas l'impression que je vais faire cramer ma maison en la branchant, et c'est tout ce qu'on veut, elle est aux normes. Dans la boîte, on a aussi un second câble HDMI, celui-là est beaucoup plus court, et en fait, vous allez comprendre à quoi il sert. Il sert tout simplement si vous souhaitez fixer votre console à la télé derrière, parce qu'elle est fournie avec un support du coup qui permet de l'accrocher directement à votre téléviseur, et ça c'est plutôt cool parce que du coup une fois branché derrière on ne la voit absolument plus, et comme tout est sans fil vous n'avez pas forcément besoin de brancher de manette dessus, mais on y reviendra, gardez ça en tête. Et enfin, dernier objet qu'on trouve dans cette petite boîte d'accessoires, c'est tout simplement une clé USB SanDisk de 64 Go. Cette petite clé USB sera à brancher avant de démarrer votre console, puisqu'elle contient, si j'ai bien compris, finalement les données de boot de la console. Donc si vous ne branchez pas ça, le système ne sera pas reconnu, et donc vous ne pourrez pas accéder à la console. Voilà ce qu'il y avait à l'intérieur de cette partie accessoires, mais nous ce qui nous intéresse c'est évidemment la console qui est juste ici. C'est bien protégé, en tout cas la boîte fait vraiment plaisir pour le coup. Et voilà la bête du coup, regardez, le boîtier est plutôt joli. On a, vous l'aurez compris, un châssis en aluminium et combiné avec du plastique de plutôt bonne qualité. Honnêtement, au niveau solidité, je suis plutôt convaincu. C'est plutôt joli, il y a des ouvertures partout. Les ports, je sais pas si vous voyez, mais c'est pareil, ça a l'air vraiment bien fini. Pour le coup, je suis plutôt satisfait des matériaux qu'ils ont mis sur ce boîtier. Ça respire la qualité et je pense que c'est un très bon choix pour faire une console rétro gaming. C'est vraiment compact, il y a vraiment de l'aération, il y a beaucoup de ports, il y a de quoi faire sur ce côté-là, c'est plutôt généreux. Je suis très content de retrouver tout ça sur cette petite console. On va quand même faire un petit point technique. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve un processeur Intel N95 Quadricœur cadencé à 3,4 GHz, une carte graphique Intel UHD cadencée à 1,2 GHz, ainsi que 8 Go de RAM en DDR4. Sachez aussi que le boîtier est fourni avec un SSD NVMe vierge de 256 Go, où vous pouvez largement installer Windows 10 ou 11 afin d'utiliser le boîtier aussi pour faire de la bureautique. Et ça c'est cool. Pour les branchements, c'était très simple, n'oubliez pas évidemment de mettre la clé USB, sinon ça ne démarrera pas. Bon, vous avez vu, c'était plutôt simple à brancher, mais avant de vous montrer à quoi ça ressemble une fois démarré, il fallait qu'on parle de la notice. Et je vous jure qu'elle m'a été vraiment utile pour comprendre comment tout fonctionne, parce qu'il y a des petits trucs qu'on ne soupçonne pas, il y a des petites fonctionnalités, vous pouvez facilement passer à côté si vous ne lisez pas cette précieuse notice. Il n'y a pas beaucoup de pages, c'est plutôt bien fait, donc franchement, lisez-la, ça vaut vraiment le coup. Bon, on est d'accord, je vais pas vous apprendre grand chose, une notice c'est une notice, mais honnêtement elle m'a permis d'éviter de faire pas mal de conneries et surtout de ne pas passer à côté de fonctions utiles. Déjà, à la première page vous avez la table des matières et elle répondra à la plupart des questions que vous pouvez vous poser, en complément évidemment de la FAQ qui est disponible sur le site et qui répond déjà à pas mal de questions que je pouvais me poser, que ça va vous permettre d'éviter de faire des bêtises parfois irréversibles, et ce avant même de lancer la console. Ça va vous permettre, pour ceux qui sont le moins à l'aise avec les branchements, de les faire correctement, d'ajouter des manettes sans vous casser la tête, de connecter la console sans vous casser la tête, et ça vous allez en avoir besoin tout à l'heure. Ça va vous permettre de changer un petit peu les shaders, les filtres qu'on va trouver sur les émulateurs, de faire vos sauvegardes proprement et même de streamer. Donc je maintiens ce que je dis, c'est très important, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à cette petite notice. Maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait dans la notice, qu'on avait branché la console, il reste plus qu'à jouer, mais en fait pas vraiment. Moi je suis pas trop fan des manettes filaires, faut savoir que ma console elle est branchée à 3 mètres de mon canapé, j'ai pas trop envie de me trimballer avec un câble, même s'ils ont été sympas et qu'ils m'ont fourni une rallonge USB, je préfère connecter une manette filaire. Je suis collectionneur, vous savez que j'en ai forcément une qui traîne, et je pense que vous aussi à la maison, vous avez forcément une manette d'Xbox, de PS4, de Switch, ou même de PS5 à la maison, et c'est pour ça que j'ai décidé de brancher ma manette de PS5. C'est vraiment simple à brancher, pour le coup il vous suffit simplement, vous voyez, à l'arrière de la manette, à côté de la mention Sony,
vous avez un petit trou, il vous suffit avec un objet fin, du style un cure-dent, un trombone, n'importe quoi, d'appuyer dessus pendant quelques secondes, ça va permettre à la connexion Bluetooth de votre manette de se réinitialiser. Et enfin, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est tout simplement de brancher le câble USB-C de votre manette jusqu'à la console et normalement elle sera automatiquement détectée. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à débrancher la manette et vous pouvez l'utiliser de manière sans fil et elle reste appairée à la console. Et en plus vous savez en temps réel combien il vous reste de batterie. Donc ça pour le coup il fallait que j'en parle parce que c'est vraiment une machine qui est faite pour être compatible avec un maximum de périphériques et c'est le cas des manettes de PS5 et c'est sûrement le cas avec plein d'autres manettes. Je vous invite à utiliser si jamais vous voulez un petit peu plus de confort. Pour le coup moi ça m'a sauvé la vie et juste pour ça, juste pour jouer à mes jeux de PS2 avec une manette de Play 5, je trouve ça absolument génial. Enfin, je vous démarre la console et ce que vous voyez défiler actuellement, ce sont tout simplement les plateformes qui sont disponibles sur cette console. Je rappelle que je suis sur la Retrobox en version 2 Tera et il y a, tenez-vous bien, 77 systèmes jouables pour un peu plus de 58 000 jeux, c'est juste hallucinant. Vous ne pouvez pas faire le tour en une vie, c'est clairement impossible et c'est juste génial et rendez-vous compte, ça va jusqu'à la Wii U, sérieux. Je vous avoue que ça m'a quand même rendu curieux, dans la catégorie on retrouve une trentaine de jeux, mais dedans il y a des sacrés bangers, sérieux je peux jouer à Mario Kart 8, ça c'est vraiment trop bien, je pensais pas que c'était accessible sur un boîtier comme ça, donc pour le coup il n'y a pas que du rétro gaming et honnêtement ça tourne vraiment bien, on a même les DLC sur ce jeu, ça veut dire surtout qu'on va pouvoir installer des jeux modés et ça c'est chouette, il y en a plein que je veux essayer, que j'ai jamais pu essayer. Du coup je vais pouvoir en profiter et je vous laisse regarder ces quelques images. Comme vous pouvez le voir, ça ne rame pas, c'est super fluide. J'ai essayé en écran scindé avec un ami pour voir si ça fonctionnait aussi bien. Et il n'y a rien à dire, c'est nickel, ça tourne comme une horloge. On va quand même aller voir ce qu'ils proposent au niveau du rétro gaming. Alors attention, je ne parle pas du vieux rétro gaming, celui qui est un peu relou. Je parle surtout du rétro gaming pour les enfants des années 90, donc la 6ème génération, Xbox, PS2. Et là j'ai trouvé sur la GameCube quasiment tout le catalogue, donc c'est une super surprise. Donc autant lancer un jeu que tout le monde a connu sur cette plateforme. Je veux bien sûr parler de Zelda Wind Waker. Et là pour le coup, super surprise, le jeu est parfaitement fluide. Ça tourne là aussi comme une horloge, donc je suis plutôt satisfait parce que la GameCube c'est une console que j'ai pas trop connue et pourtant les jeux m'ont toujours attiré. Je pense notamment à Mario Sunshine que je voyais dans la vitrine du Diffuntel à l'époque sur une borne de démo et du coup je vais pouvoir le faire pour la première fois de ma vie et ça c'est cool. Allez, on va faire un petit tour sur ma console de cœur, la PS2, ensuite je vous montrerai comment rajouter des jeux. Là aussi on a un gros catalogue et il y a surtout Dragon Ball Z Budokai 3, donc j'étais obligé de lancer une partie et là pour le coup très bonne surprise, on a les jeux en 16/9, on est en Full HD, on n'a pas les bandes noires sur le côté et regardez-moi la fluidité du titre, c'est juste un plaisir. Tous les jeux sont comme ça tourne parfaitement comme les autres plateformes, c'est parfait. Comment rajouter des jeux en Wi-Fi? Vous allez voir, c'est plutôt simple. Ici sur PS2, j'aimerais me rajouter Canis Canem Edit. Du coup, c'est plutôt simple. Je vais sur le menu principal, je fais Start et Paramètres réseau. Ici, vous allez devoir connecter votre console sur votre Livebox. Donc moi, c'est déjà fait. Vous voyez qu'elle est connectée. Et surtout, on va retenir le nom sur le réseau. Il y a marqué Bateau Serra ou l'adresse IP sur la première ligne. Retenez juste ça. Sur votre ordinateur, vous allez dans Poste de travail. Ensuite, vous cliquez sur Réseau et dans la barre de recherche en haut, vous mettez / Bateau Serra ou l'adresse IP que vous avez trouvée sur la console. Et là, on arrive sur les dossiers qui nous intéressent, à savoir Share. Bon, je vais quand même vous montrer sur Mac parce que moi du coup j'ai pas de PC Windows et c'est encore plus simple. En ouvrant le Finder sur la gauche au niveau de emplacement, vous devriez avoir Bateau Serra. C'est beaucoup plus simple que sur Windows, c'est déjà rentré et pour le coup on a le dossier qui nous intéresse, à savoir Share. Donc ce dossier là vous permet de rentrer au cœur de la console et pour ajouter des jeux il va falloir localiser le dossier ROM. C'est ce dossier là qui contient toutes les plateformes et tous les jeux à l'intérieur. Donc forcément, on veut rajouter un jeu de PS2, donc on va chercher notre dossier PS2 qui doit être à peu près, voilà, il est là. Et à l'intérieur de ce dossier, on retrouve tous nos jeux, il ne nous reste plus qu'à copier, coller un jeu qu'on a téléchargé sur internet pour pouvoir l'ajouter à la console. Et là, vous allez avoir un petit transfert. Chose qui est bonne à savoir, c'est que normalement, on ne peut pas faire des transferts de plus de 4 Go à cause des contraintes logicielles. En FAT32, on ne peut pas. Mais là, le faire en Wi-Fi, ça permet justement de faire sauter cette contrainte. Donc c'est encore plus avantageux que de s'embêter à acheter un disque dur et tout le bordel, quoi. Allez, le transfert est bientôt fini. On va pouvoir retourner sur la console dans quelques secondes. C'est parti! Et une fois dans mon menu PS2, on peut voir que mon jeu est bien apparu sous Burnout 3, je peux enfin jouer à Canis Canem Edit, et ça c'est plutôt cool, et le jeu tourne à la perfection. Il bénéficie évidemment des optimisations qui ont été faites par la boutique Retro Gaming, donc ça c'est plutôt chouette.
Ah oui, j'oubliais, avec cette méthode, normalement, quand vous installez un jeu, il n'a pas de logo, comme celui-là. Mais pour le coup, pour le rajouter, c'est plutôt simple. On fait tout simplement Start, on va dans Scrapper, et là, on va pouvoir aller chercher les covers qui nous manquent, et les logos, etc. Enfin, les trailers, tout ce qui manque, vous avez à laisser comme c'est, normalement, il n'y a rien à toucher, et vous faites tout simplement Scraper maintenant. En haut à droite, vous pouvez voir que la console est en train de chercher nos covers. Hop, ça nous dit que le scrap est terminé, il n'y a plus qu'à mettre la liste des jeux à jour pour voir apparaître les modifications. Une fois que votre chargement est terminé, normalement, vous avez accès à votre logo, vos trailers et les infos du jeu. Bref, j'espère que cette petite présentation de la Retrobox 2 vous a plu. Je vous rappelle évidemment que le lien est disponible dans la description de la vidéo, qu'avec le code FOURBI15, vous avez 15 € de réduction sur le produit. Donc n'hésitez pas, et en plus de ça, ça soutient la chaîne, donc merci à ceux qui le feront. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si jamais il reste des questions auxquelles j'ai pu ne pas répondre, mettez-moi ça dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible, mais sachez que la boutique Retro Gaming a quand même un SAV qui est vraiment cool, c'est ce que je vous disais dans l'intro. Ils sont disponibles très facilement, notamment sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller les suivre, et puis en espérant que vous trouverez chaussures à votre pied, comme on dit dans tout ce bordel de consoles d'émulation, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais là pour le coup, je trouve qu'on touche quand même d'assez près la perfection. C'était Fourbi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à la liker, et surtout abonnez-vous, on est bientôt 25 000 sur la chaîne, donc ce serait cool qu'on y arrive, donc je compte sur vous.